Bonjour auditeurs de Radio Gabon, bonjour fidèles auditeurs de Gabon Echo. La gestion du budget préoccupe souvent tous les acteurs d'un projet de construction, surtout en ces temps de crise. Le coût de la construction semble donc avoir réellement augmenté. Mais qu'en est-il des budgets dont dispose le client? L'expertise des architectes pourrait être fragilisée ou complexifiée par la diversification des matériaux et des techniques que le monde de la construction connaît actuellement. Les références sont ainsi aujourd'hui beaucoup plus fluctuantes qu'auparavant. Cela a aussi des répercussions sur les entreprises, d'autant plus regardant au vu de leurs obligations des résultats quant à l'estimation du prix en cas de dépassement du budget. Le maître d'ouvrage aura tendance à en imputer la responsabilité à l'architecte qui, selon lui, n'aurait pas une connaissance aussi poussée de l'économie des matériaux que l'entrepreneur. Et cet état de fait nous interroge. L'architecte possède-t-il assez d'outils et de connaissances pour l'estimation d'un budget? Sa relation avec les clients ou les entreprises serait-elle dégradée au point de ne plus partager de connaissances sur ce sujet? Existe-t-il un outil réellement performant pour arriver à une estimation des plus exactes, ou encore comment intéresser les personnes à consulter les architectes ou les spécialistes de la construction avant le début de leurs travaux de construction? Autant de questions que nous voudrions éclaircir par le biais de cet entretien dans le cadre des rendez-vous hebdomadaires avec la rédaction de Radio Gabon. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Dietrich Mavungu, entrepreneur gabonais, spécialiste dans le domaine de la construction. Bonjour Dietrich et soyez la bienvenue à l'émission Gabon Echo. Bonjour à vous, merci d'abord pour l'occasion que vous me donnez d'édifier les différentes populations et les futurs entrepreneurs dans l'art de bâtir une maison. Parce que comme vous l'avez si bien énoncé dans votre introduction, c'est vrai qu'il y a une polémique, il y a des questions fondamentales que l'on se pose lorsqu'il s'agit de construire ou bien d'établir un projet de construction. Ce que les gens doivent comprendre, c'est que bâtir part d'abord d'une idée. C'est une idée que quelqu'un émet, c'est un souhait, c'est une envie. Et à l'issue de cette envie-là, il faudrait que l'individu ou la personne se fasse accompagner par des spécialistes. Il est difficile, pas qu'au Gabon, mais un peu dans la sous-région, de savoir qu'il y en a qui entreprennent d'investir sans pourtant avoir les rudiments et les éléments nécessaires pour leur investissement. C'est un peu déplorable de savoir que quelqu'un va dépenser jusqu'à 18 millions sans pourtant consulter quelqu'un pour l'orienter dans le budget qu'il a à sa disposition. Ici, on ne doit pas avoir peur de l'architecte ou bien des spécialistes en bâtiment. L'architecte est le premier élément qu'on doit contacter pour pouvoir élaborer un projet de construction. Nous y reviendrons tout à l'heure sur toutes ces explications. Et pour animer cet entretien, comme à l'accoutumée, Gérard Malekou. Bonjour Gérard. Bonjour Fabien, bonjour aussi à mes auditeurs. C'est un bon jeudi qui va nous permettre un peu de connaître comment on va construire les maisons. Absolument. Et moi-même Fabien Guillaume Kemvele. Gabon Echo, désormais sur Radio Gabon la référence. À Gabon Echo, votre espace de décryptage des activités économiques par des experts. À Gabon Echo, votre rendez-vous économique, c'est tous les jeudis à 10h05 sur les antennes de Radio Gabon la référence. L'architecture est la pierre angulaire et le référent sur votre projet de construction. Autour de lui, il mobilise toutes les ressources et expertises métiers en fonction des projets, des exigences budgétaires, des contraintes environnementales et des enjeux liés aux usagers. Cette organisation permet d'intégrer de manière optimale chaque compétence et savoir-faire et de garantir les meilleurs résultats. D'abord, Monsieur Mavungu, aujourd'hui, nous sommes dans le domaine de la construction et le premier qu'on voit dans le domaine de la construction, c'est l'architecte. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce métier d'architecture et de son rôle dans la société? Comment devient-on architecte? Quel est le parcours académique? Et à quoi sert-il, comme disait Fabien, dans la société? Ok, l'architecte, c'est d'abord un diplômé. Bon, la référence, il a un niveau d'études de Bac+7, mais pour entreprendre des études d'architecture dans les universités et grandes écoles du monde, il faudrait être détenteur d'un baccalauréat scientifique ou technologique. Lorsqu'on parle de baccalauréat technologique, on voit spécifiquement la série
F4. Et lorsqu'on revient à l'enseignement général, on voit les séries scientifiques telles que la C, la D et la E. Mais outre ces diplômes-là, ou bien ces spécialités-là, il sera difficile. En fait, c'est impossible que quelqu'un devienne architecte. On peut entrer dans une école d'architecture. En entrant dans une école d'architecture, on fait un tronc commun de 3 années. À l'issue des 3 années, on rentre en spécialisation. Parce que il y a plusieurs domaines dans l'architecture. On peut parler d'architecture et de l'urbanisme. On peut parler de l'architecture et de la construction. On peut parler également de l'ingénierie. Et ceux qui sont habilités à exercer ces professions-là, c'est ceux qui ont à la base des bacs scientifiques ou technologiques. Sans ces éléments-là, on ne peut pas prétendre devenir architecte. Et maintenant, quel est le rôle de l'architecte dans la société? Bon, le rôle de l'architecte dans la société, l'architecte est d'abord un régulateur. Parce que dans tout investissement, il faudrait qu'on ait quelqu'un qui soit au centre de notre investissement. C'est quoi investir? L'investissement part d'une idée. Et cette idée-là est mûrie et développée au fur et à mesure qu'on est face à des spécialistes. Quand on contacte un architecte, il ne faudrait pas que l'on se mette en tête qu'il est coûteux. Il est évident et il est clair que celui qui va demander des études à un architecte d'un bâtiment R+5 ne déboursera pas le même montant pour celui qui demandera un plein pied, donc une villa de type F3 ou F4. J'entends par là une maison de 2 chambres ou de 3 chambres. Donc, c'est ce frein-là, c'est ce blocage-là qu'on doit amener aux Gabonais à se séparer, parce que ça devient comme un blocage. On reste figé sur l'idée selon laquelle l'architecte coûte cher. Non, tout au contraire. L'architecte, c'est celui-là qui te permet de concevoir ton projet. Parce que toi, tu n'as qu'une idée. Et dans cette idée-là, tu as peut-être une pensée de ce que tu veux avoir, de ce que tu veux faire. Mais avec l'architecte, c'est lui qui t'amènera à réaliser ta pensée. Quelqu'un qui est payé à 75 000 francs chaque fin du mois, un citoyen lambda, veut construire. Ce dernier, il veut construire avec ses moyens. Mais il ne peut pas s'engager à construire un bâtiment R+1 avec son salaire. Parce que ses moyens ne le permettent pas. Alors s'il prend attache avec un architecte, on voit son salaire, le budget qu'il a à sa disposition. En fonction de son budget, on peut l'orienter dans le type de construction qu'il peut réaliser. Ça ne doit pas être un mythe. Tout le monde veut construire. Et pour bien construire, il faudrait qu'on soit orienté, qu'on soit édifié dans les méthodes et dans les moyens que l'on mettra en œuvre pour réaliser la construction ou la bâtisse qu'on désire avoir. Mais monsieur Mavungu, vous ne pensez pas quand même que c'est ex nihilo, que dans l'opinion, les gens aient toujours l'idée qu'un architecte coûte cher? Peut-être que vous ne communiquez pas assez. Êtes-vous dans l'ordre des architectes du Gabon, par exemple? Non, je suis entrepreneur, je ne suis pas dans l'ordre des architectes gabonais. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que il y a assez de cabinets d'architecture au Gabon. Et Libreville, je vais prendre le Gabon, nous sommes un petit pays et nous avons tous des ramifications. Il y a forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un quelque part. Tout à fait, oui. Ce qu'on doit comprendre, c'est que allons-y à l'afflux de l'information. C'est tout à fait normal et pertinent ce que vous venez à peine d'évoquer. Les architectes ne communiquent pas assez. C'est normal. Parce que les colloques entre architectes se font rarement, ou à la limite, lorsque ces colloques se font, ça passe sous les yeux des riverains. En fait, on ne communique pas assez et on n'amène pas les Gabonais, les riverains à aller vers ces personnes. Et là, il en revient du ressort de l'architecte de se promouvoir. C'est pas le riverain qui viendra promouvoir l'architecte, c'est l'architecte lui-même qui doit se promouvoir. Exact, oui. Aujourd'hui, la question qui s'oppose, qui est au centre même de notre entretien, c'est quelles pratiques permettent à l'architecte de fournir une estimation judicieuse du budget d'un projet. Alors, quels sont les mécanismes que vous utilisez dans votre travail pour sortir une estimation d'un budget? Ok, bon, ce qu'il faut d'abord comprendre, c'est qu'on va dans les différentes étapes. Parce que lorsque vous voulez entreprendre un projet, on a ce qu'on appelle un avant-projet. Alors, étape par étape, alors. Oui, on a un avant-projet sommaire. Là, on parle de l'idée. Donc, on vient à la première rencontre pour pouvoir ficeler un projet sur lequel on va s'éterniser, ou bien on va investir. Après l'avant-projet, on a l'avant-projet détaillé. Sommaire, après le sommaire, on a le détaillé. Le détaillé, on rentre un peu plus en profondeur. Parce que on dit, bon, on veut construire une maison de 2 chambres, salon, cuisine, douche. Là, on est dans le sommaire. Ce sont ces éléments qu'on donne. On sait que 2 chambres, salon, cuisine, douche, il faut un espace bien spécifique. Absolument. Et quand on va dans le détail, on va déterminer les dimensions, les surfaces des différentes pièces. Là, on est dans le détail. À l'issue de ce détail, on a un avant-projet définitif. Là, on a statué sur le plan lui-même. Et à l'issue de ce plan, on lance les études
technique. Quand on entend par étude technique, quand on veut construire, par exemple, on va prendre une modeste maison de 2 chambres, salon, cuisine, douche. Il faut un plan d'implantation. Il faut un plan de fondation. Dans le plan de fondation, il faut un détail de fondation. Avec le détail de fondation, il faut un détail de ferraillage. Parce que le maçon qui vient travailler, quand tous ces documents sont précis, il ne fait rien que copier ce que le technicien ou l'architecte a établi. Il est souvent bien d'avoir ces documents-là. Voici pourquoi on va être confronté à cette situation-là. 2 Gabonais décident de construire au même moment 2 maisons, chacune à son niveau. Avec un même budget, par exemple. Avec un même budget. Mais on se rendra compte au niveau du rendu? Au niveau du rendu. Non, même au niveau de l'exécution. Celui qui a des documents techniques ira plus vite, dépensera moins que celui qui n'en a pas. Parce que les achats se feront à l'aveuglette. Les matériaux ne seront pas bien gérés. En fait, tu seras en train d'investir sans pourtant savoir combien tu vas dépenser. Voici pourquoi il est nécessaire d'avoir des études. Dans l'étude, après avoir établi les plans et tous ces détails, on va rentrer dans les devis. On va commencer par un devis descriptif. Après un devis descriptif, on a un devis quantitatif. Après le devis quantitatif, on a un devis estimatif. À l'issue de ce devis estimatif, on a le projet complet. Parce que tu es apte et tu as des documents qui te disent que sur cette maison, je suis en mesure de dépenser 15 millions. Mais si on n'a pas ces documents, on va investir. On ne sait pas combien on dépense. On a comme l'impression que c'est long et c'est dur. C'est normal. C'est parce qu'on n'a pas de support sur lesquels s'appuyer. Et lorsqu'on pousse le bouchon plus loin, ces 2 personnes-là, lorsque les maisons sont finies et que l'État ou une entreprise décide de venir louer ta maison. Mais celui qui a des documents techniques est plus avantageux parce que il peut contracter une assurance immobilière. C'est des choses qu'on ignore souvent. C'est des choses qu'on ignore. Voici pourquoi aujourd'hui, les populations, les citoyens lambda ne doivent pas se mettre en tête que l'architecte est quelqu'un de très rigoureux dans son travail. Oui, mais il n'est pas cher. Et les montants sont fixés en fonction des projets. Et au Gabon, on a pour coutume de dire, il y a des moments où on fixe le prix même à la tête du client. Le montant qu'on va demander à M. Bekale ne pourra pas être le même montant qu'on demandera à M. Makaya. Parce que M. Bekale peut être cadre à la CNSS et M. Makaya peut être un commerçant. Exactement. Alors les revenus ne sont pas les mêmes. Oui. Et même dans le rendu de l'habitation, il y aura cette différence-là. Parce que l'un voudra une villa modeste, l'autre voudra peut-être une villa moyen standing. Et du coup, avec les documents techniques, ça nous permet de minimiser le coût, de savoir qu'est-ce qu'on est en train de faire et à combien se lève notre investissement. Monsieur Djezik, tout à l'heure, vous venez de parler de 3 types de devis. Vous avez parlé des devis descriptifs, devis quantitatifs et des devis estimatifs. Mais à quel niveau un usager ou une entreprise peut signer un contrat avec l'entrepreneur? Et la question qui continue à dire, quelles sont les relations entre les intrants d'une construction? Ok, la question vraiment, elle est pertinente, elle est profonde. C'est une question où on va vraiment s'étaler. On va revenir d'abord dans le cadre des études techniques. Vous avez tout à l'heure parlé de différents devis. Oui, parce que lorsque nous sommes dans l'avant-projet détaillé, le devis par exemple descriptif intervient. C'est quoi le devis descriptif? Vous avez un bâtiment R+5. Dans ce bâtiment-là, on a une trentaine ou une quarantaine de poteaux, on a une cinquantaine de poutres, on a des dalles. Il va falloir détailler et énumérer ces différents éléments-là qui rentrent dans l'exécution même de ce projet. Là, on est dans le descriptif. Et lorsqu'on arrive dans le quantitatif, il va falloir évaluer la quantité des matériaux qui rentrent dans la réalisation de ces éléments-là. Là, on va se permettre de calculer les quantités de sable, les quantités de gravier, les quantités de ciment, les quantités de fer, même le bois. Et dans ce descriptif-là, on est souvent même amené à déterminer le nombre de personnes qui peuvent intervenir sur le chantier. Oui, parce que pour une villa de 2 chambres, salon, cuisine, douche, le nombre de personnes n'est pas le même lorsqu'on a un immeuble. C'est pas lié aussi au délai, monsieur Rogou? Tout ça, c'est lié. Vraiment, effectivement, il y a une part de responsabilité dans le délai. Et la quantité du personnel d'intervenants est souvent impactée par le délai. Parce que si vous avez un travail que vous devez exécuter en 6 mois, vous comprendrez et vous conviendrez avec moi qu'il va falloir augmenter la main-d'œuvre. Absolument. Du moins, le personnel. Et après ces différents devis, le quantitatif, ce n'est qu'un arithmétique. On a le prix, par exemple, homologué de la tonne de ciment, fois la quantité qu'on a, on a automatiquement le quantitatif. Mais entre la relation qui lie, par exemple, l'entrepreneur, l'architecte au client, on va dire le maître d'ouvrage au maître d'œuvre, c'est une collaboration directe. C'est le maître d'ouvrage qui sollicite l'expertise du maître d'œuvre ou de l'architecte. Le maître d'ouvrage, c'est le client. Voilà, le maître d'ouvrage, c'est le client et le maître d'œuvre, c'est celui-là qui est chargé
chargé d'exécuter les travaux. Est-ce que c'est celui-là qui est aussi chargé de construire? Effectivement, parce qu'on peut aller plus loin où on a des maîtres d'ouvrage délégués, où on a les entreprises adjudicataires. Donc, on a un maître d'œuvre et le maître d'œuvre emploie des sous-traitants et lui, il ne fait que la coordination des travaux. Ce qui fait en sorte que, généralement, l'entreprise se décharge de certaines responsabilités parce qu'à un moment donné, les responsabilités deviennent énormes. Entre la gestion du personnel, entre la gestion des stocks, la gestion du matériel et la collaboration avec le client, parfois ça en fait un peu trop. Oui. Du coup, il faut se détacher de certaines charges et mettre de représentants. Et là encore, quand on pousse le bouchon plus loin, dans des grands projets, on a souvent une troisième personne qui intervient, ce qui est la mission de contrôle. C'est celui-là qui est chargé de veiller à la bonne qualité d'exécution des travaux. Mais dans les petits projets, on peut aussi avoir une mission de contrôle? Oui. Si par exemple, Monsieur Bekale, comme je disais tantôt, contacte un entrepreneur pour lui réaliser ses travaux, l'entrepreneur peut contacter un maçon qui travaille, mais l'entrepreneur à ce moment-là devient contrôleur de travaux parce qu'il veille à l'exécution des documents techniques qu'il a préétablis. Parce que si les documents sont établis, c'est pour que ce qui a été mentionné sur les papiers soit respecté et exécuté comme cela se doit. Mais la difficulté qu'on rencontre souvent, c'est qu'il y a des maçons qui ont du mal à lire les plans. Justement, monsieur Mavungu, sans vouloir vous arrêter, notre émission a aussi ce caractère pédagogique. Parce que justement, tout à l'heure, dans votre introduction, après la question de Fabien, vous avez parlé de plan. Mais souvent, l'usager lambda, on ne fait pas toujours de la différence entre le plan et le croquis. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs, compte tenu de la mission pédagogique de notre émission? En fait, on parle de croquis. Le croquis est quelque chose qu'on fait à main levée. Donc, on n'a pas besoin d'être professionnel pour le faire. On n'a pas besoin d'être professionnel pour faire un plan. C'est une idée vague, en fait. Enfin, c'est vague. C'est un croquis, on le fait. Mais un plan répond à des normes d'architecture. Et là, ce sont les techniciens supérieurs ou les diplômés en génie civil qui sont habilités à le faire. Donc, vous voyez que lorsqu'on revient, comme M. Bekale a pris l'entrepreneur a employé un maçon. L'entrepreneur a pour mission de veiller à la bonne exécution. Parce que si le maçon exécute mal, M. Bekale a le droit de s'en prendre à l'entrepreneur. Parce que le premier responsable, c'est l'entrepreneur. Et lorsqu'on parle de relation entre, par exemple, l'architecte et le client, c'est une étroite collaboration. Si le maître d'ouvrage vient vers l'architecte, c'est parce qu'il n'a pas les aptitudes, il n'a pas les rudiments de concevoir ce dont il a besoin. On ne peut pas en même temps être médecin, architecte, pilote. On ne pourra pas s'en sortir. Voici pourquoi on dit souvent à chacun sa spécialité. Nous sommes là pour consulter ceux qui sont de l'autre spécialité pour nous amener à concrétiser et à réaliser nos projets. Mais il se pose un problème. La question que je posais tout à l'heure, c'est à quel niveau signe-t-on un contrat avec l'architecte? On signe un contrat avec l'architecte lorsque on a décidé d'entreprendre un investissement. Et le contrat est signé dans la mesure où vous avez engagé un architecte et où vous êtes accordé sur d'abord le montant et sur ce qui doit être fait. Parce que tant qu'il n'y a pas accord entre les deux individus, automatiquement le contrat n'a pas lieu d'être. Il faudrait d'abord qu'on soit d'accord que l'autre prenne les responsabilités de confier son projet, le maître d'ouvrage prenne l'engagement de confier son projet au maître d'œuvre et que le maître d'œuvre soit responsable de tout ce qui arrivera sur le projet dès lors que le contrat a été signé. Parce que on va pousser le bouchon plus loin. Vous signez un contrat avec un architecte, il vous établit un devis. Mais à l'issue de votre projet, les montants par exemple d'exécution qui ont été chiffrés, vous vous rendez compte qu'il y a eu des erreurs que l'architecte vous demande de rajouter. Non, ça ne se fait pas. S'il y a un déficit, c'est à l'architecte lui-même d'assumer les responsabilités. Donc c'est pas comme on va au quartier, voici, on a pris un charpentier, il te fait le devis et le nombre de tôles qu'il faut, mais à la fin, on constate qu'il manque 2 ou 3 tôles pour finir le travail. Donc à ce niveau, c'est le charpentier qui doit... Logiquement, qui est responsable. Parce que il l'a estimé, il a fait un devis. Ce n'est pas M. Bekale qui fait le devis, c'est le charpentier qui fait le devis. Alors, pourquoi, si il manque des éléments dans la facture du charpentier, M. Bekale doit être responsable? C'est d'une manière ou d'une autre, on attire l'attention également de ces charpentiers, de ces maçons, que lorsque vous n'êtes pas habilité à faire quelque chose, n'allez pas vous engager. Parce que vous êtes pas
passif de poursuites judiciaires. Ça, ce sont des aspects que les usagers ne maîtrisent pas. Oui, aujourd'hui, on informe les usagers qu'à l'issue de ça, si on vous établit un devis, que vous vous rendez compte que le devis qui a été fait ne correspond pas à la somme que vous devez dépenser, ça n'engage que la personne qui établit le devis. Parce que vous faites entièrement confiance à la personne. Bien sûr. Et à la limite, vous avez certainement payé le devis, parce que le devis est une étude. Bien sûr. Et qui doit également être payé. Rémunéré. Et du coup, c'est ce dilemme-là. Et il faudrait que les gens comprennent cela. Il ne faudrait pas que les usagers se sentent lésés. Il ne faudrait pas que les gens pensent que comme il a fait, il n'a pas pu me donner un devis exact, qu'il est de mon ressort de chaque fois mettre la main dans la poche pour compenser les erreurs ou bien les défauts du travail qui a été fait. On va prendre un exemple simple. Quelqu'un vient chez vous, il vous dit je suis maçon, et il vous montre 200 briques. Oui. À l'issue de 200 briques qui sont montées, il y a 80 qui sont mal posées. Vous avez le droit de demander à la personne de démolir. Si vous permettez, M. Mavungu, justement en parlant de briques, on est obligé de procéder comme ça. Le constat que l'on fait, c'est que l'usager n'est pas habilité à maîtriser, j'allais dire, la qualité des briques. Et là aussi, souvent, le problème se pose. On constate des fois des fissures dues souvent à la qualité des briques. Comment faire pour vérifier, pour contrôler aussi la qualité des briques? Là, on parle là de matériaux, mais on parle au niveau des matériaux. Les matériaux de construction, c'est un peu compliqué parce que ce qui fait... Parce qu'il y a la Ganol, par exemple, au niveau du Gabon, qui est censé contrôler ça. Mais la Ganol ne vient pas dans des maisons ou dans des chantiers vérifiés. Vous faites confiance, comme le disait Fabien tout à l'heure, à votre entrepreneur ou au tâcheron à qui vous avez confié une tâche, et puis vous faites le travail avec les résultats que l'on connaît. Vous voyez que là, c'est un problème qui part d'un endroit bien spécifique. Il y a une entité qui est là pour réguler, pour veiller à ça. Absolument. Si l'entité a failli, vous pensez que le briquetier du quartier pourra respecter ces normes? Ce n'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Et dès que le briquetier du quartier n'a pas respecté, Monsieur Bekale, qu'est-ce qu'il fait? Il va simplement acheter. Lui, il ne tient pas compte que les dosages ont été respectés ou pas. Entre-temps, il y a une formulation. Oui. On parle de formulation dans la fabrication des agglomérés. On va vous dire, pour des agglomérés, par exemple, de 15, il faut 3 brouettes de sable, il faut un sac de ciment. Vous avez en moyenne une cinquantaine Peut-être expliquer déjà à nos auditeurs qu'est-ce qu'on entend par aggloméré. Aggloméré, c'est ce qu'on appelle vulgairement briques. Les briques, ah d'accord. Voilà, les briques au quartier. Les parpaings, voilà. Les parpaings. Les parpaings, c'est une grande famille. D'accord. Et c'est un matériau un peu plus grand. L'aggloméré, c'est ce qu'on appelle briques, ce qu'on utilise couramment. Voilà. Et lorsqu'on pousse le bouchon plus loin, on a également la brique de terre cuite. D'accord. Ou la brique de terre stabilisée. Oui, parce qu'elle devient stabilisée lorsqu'elle est faite par le moyen d'un moule. Donc d'une pondeuse à brique de terre stabilisée. Et c'est un matériau écologique. Oui, mais justement, on profite un peu de cette sortie-là que vous nous faites. Pourquoi, par exemple, ce matériau provenir sur la brique stabilisée ou la brique en terre cuite, pourquoi ce matériau, apparemment ou a priori accessible aux usagers, est le moins utilisé, notamment en milieu urbain? Parce qu'on n'a pas fait une bonne politique de ce matériau. J'ai souvenance que la Direction générale de l'habitat et du logement a une direction chargée de la fabrication de ce matériau-là qui se trouve précisément en Zayon. Et lorsque l'ADACO a été lancée, cette usine a été lancée, de la terre qui a été récupérée pour fabriquer cette brique de terre stabilisée-là, les collines qui étaient cassées permettaient de créer des concessions. D'accord. Vous voyez que cette terre qu'on récupère permet de viabiliser une zone. Mais aujourd'hui, où est la structure? Que fait-elle? Mais par contre, on a des entrepreneurs, on a des personnes lambda qui se sont lancées dans la fabrication. Mais c'est un matériau écologique et manipulable facilement. Et du coup, il faudrait que les dirigeants, les responsables des entreprises prennent à tâche et valorisent ce matériau. Parce que c'est un matériau confortable. Absolument, hein, parce que ceux qui y habitent, vraiment, à la limite, pas besoin de climatisation, de ventilateur. Effectivement. C'est bien aéré. Bien aéré. C'est bio, comme vous l'avez dit. Bio. Et du coup, si les entrepreneurs ne vulgarisent pas ce matériau, c'est pas le usager qui veut construire qui va le vulgariser. Celui qui demandera la brique de terre stabilisée, c'est celui qui l'a déjà vu quelque part, qui a apprécié, qui demandera à ce qu'on fasse pour lui de la même manière. Mais effectivement, ceux qui ont déjà vu ça quelque part et qui l'ont utilisé aujourd'hui nous informent que c'est parce que ça coûte un peu plus cher. Oui, ça coûte cher, c'est parce que il n'y a pas assez de personnes qui en fabriquent. Et c'est pas encore fabriqué de manière industrielle. Comme on dit en économie, c'est la rareté qui fait la valeur de la chose. Et si c'était fabriqué de manière industrielle, je vous assure que le prix allait baisser. Mais aujourd'hui, nous sommes dans l'émission Gabon Eco. On veut que vous nous établissiez un peu la relation que l'architecte fait avec l'économie, parce que nous avons des économistes de construction. Oui, exactement. L'architecte, je veux prendre l'exemple de Central Park aux États-Unis à New York. Oui. C'est un espace vert qui a été créé au centre d'une ville. En plein centre-ville. C'est une forêt qui est là, mais qui n'existait pas. On a dû la créer.
Mais quelles sont les personnes qui ont travaillé pour l'élaboration de ce projet? C'est des architectes, des ingénieurs. Et quel est l'apport de ce projet même au centre de New York? C'est un site touristique, c'est un poumon économique. Et du coup, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'architecte est un vivier économique. C'était quelqu'un qui peut transformer l'économie d'un pays. Pourquoi? Si aujourd'hui on décide de construire des sites touristiques, il va falloir consulter un architecte. Si aujourd'hui on décide de construire des hôtels, des restaurants, par exemple des stades, ce sont les architectes. Et aujourd'hui, toutes ces choses-là, lorsqu'elles sont construites, vous voyez que c'est un développement de la localité, de la ville, du pays même. Tout à fait. Et quand ces infrastructures-là sont établies, il y a ce qu'on appelle l'économie de rente qui rentre. Parce que le touriste qui arrive visiter, c'est moyennant quelque chose. Il y a ce qu'on appelle de l'afflux. La localité est développée. Ce qui fait que aujourd'hui, lorsque on doit investir, on doit pouvoir consulter un architecte. Parce que il y a des gens qui décident d'aller habiter dans une maison à cause du modèle ou du type de la maison. Et pour que tu aies une maison attrayante, attirante, il faut solliciter les services d'un architecte. Tout simplement dit que l'architecte aide, disons même, aux populations ou à l'État à investir pour obtenir des devises, quoi. Des devises. Exactement, l'architecte amène l'État à investir. Et à l'issue de ces investissements qu'ils font, il y a de devises en retour. Parce que sans architecte, on ne peut pas investir. Si on investit sur quelle base? Qui nous donne les documents sur lesquels on doit investir? Qui suit nos projets? Il faut bien que l'on informe les usagers. Sans architecte, on ne peut pas mener un projet à bien. Il est au centre de nos projets, l'architecte. Monsieur Mavungu, je voudrais revenir un peu sur l'aspect esthétique, l'accès enjolivant au niveau de l'architecture. Dans vos formations ou dans nos recherches, on parle par exemple de l'architecture gréco-romaine, l'architecture rurale ou asiatique. Est-ce qu'on peut parler de l'architecture gabonaise? Aujourd'hui, pour qu'on parle de l'architecture gabonaise, ce qu'on doit comprendre, c'est que lorsqu'on parle de l'architecture romaine, c'est un modèle de construction que les Romains ont adapté. Tout à fait. Ouais. On parle de l'architecture asiatique, c'est un modèle de construction que les Asiatiques ont adapté et ont révélé aux yeux du monde. Alors aujourd'hui, si on veut parler d'architecture gabonaise, il faudrait qu'on s'asseye, qu'on réfléchisse. Parce que par rapport à notre environnement, quand même, on devrait avoir des types de construction qu'il faut. Tout à fait. Il y a des matériaux de construction qu'il faut. Par exemple, on n'a pas besoin de cheminée, mais on a vu, pour moi qui suis d'un certain âge, on a vu à l'époque des Gabonais construire des maisons avec des cheminées, alors que on n'a pas besoin d'une cheminée. Voilà, on est dans un pays équatorial, on n'a pas besoin de cheminée, par exemple. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que le type de construction varie selon les milieux. D'accord. La maison qui est construite en France, il y a des conditions. D'accord. Et la maison qui est construite au Gabon, on a des conditions. Je prends l'exemple de la France. La France, on va avoir des parois doubles. Donc on a des murs, on a des protections. Et ensuite, quand, par exemple, l'hiver arrive, ce sont les protections-là qui freinent la fraîcheur à l'extérieur. Mais est-ce qu'au Gabon, on a besoin de ce type de construction? Non. Aujourd'hui, on peut avoir notre modeste maison en briques de terre stabilisées ou notre maison en ossature bois. C'est quelque chose de différent de la maison en planche. Tant bien que mal, on peut avoir une maison en planche au Gabon, mais il suffit que le bois soit traité. Justement, ça revient à ce que disait mon collègue tout à l'heure, Fabien. Vous avez cité vous-même le mot, c'est-à-dire le bois. Comment expliquez-vous que toute la Californie, du moins dans les zones urbaines, la Californie construit en bois? Et on nous fait comprendre, parce que moi j'ai assisté en tant que journaliste de Radio Gabon à une conférence de presse, je ne vais pas citer qui était ministre à l'époque et qui était directeur général de la SNI, qui disait que la construction en bois et en planche n'était pas adaptée aux citoyens gabonais. Sur quelle base ce monsieur le dit? C'est la question que j'avais posée à ce directeur général, mais la réponse ne m'avait pas convaincu. Je vous repose la question aujourd'hui. Moi je vais aller simple et clair. Gabon est-il un pays exploiteur de bois ou pas? On a quand même 80% du territoire. 80% du territoire inondé de bois. Inondé de bois. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'aggloméré, la brique qu'on utilise ne devait pas être prisée. Aujourd'hui, on se sert du bois des Gabonais pour aller construire des bâtisses de luxe dans d'autres cieux. Absolument, les chalets et tout le reste. Les chalets. Ou les villes entières. Pourquoi on ne donne pas aux Gabonais la possibilité de construire avec le bois qui sort de sa forêt? C'est simplement parce que on miroite aux Gabonais et on fait croire aux Gabonais que c'est pas possible. On freine quoi? Le barrage, c'est le coût du mètre cube de bois. Ah oui, à l'arrivée, le bois revient plus cher que l'aggloméré. On exploite le bois, mais il est inexplicable que le bois coûte aussi cher dans un pays qui exploite. Tout au contraire, on voudrait bien arriver dans un coin du Gabon où on trouve une cité de 1000 logements, toute faite en ossature bois. C'est une beauté. Parce que moi, je suis de ceux qui pensent que le projet du chef de l'État, dans son premier mandat, lorsqu'il parlait de 5000 logements, pour moi, ce n'était pas une sinécure. Moi, je suis des Gabonais qui pensent que c'était vrai, mais que les gens qui ont accompagné le président de la République, et je le lis ici à Radio Gabon, n'ont pas été sincères avec le président. Parce que c'est paradoxal, quand même. On a produit du bois, et moi, ce bois-là, j'ai eu le privilège, par la grâce de Dieu, d'aller en Californie, pour ne parler que de cet État, où j'ai vu des maisons construites avec du bois du Gabon. Je suis allé au Canada chez ma
ma fille, j'ai vu des poteaux électriques construits avec du bois du Gabon, ce qui n'est pas le cas au Gabon. Nous utilisons du béton. Mais c'est une réalité, la construction des 5000 logements. L'État avait une vision pour ce pays. J'ai souvenance que lorsque le chef de l'État passe au pouvoir, nous sommes en 2009, et je crois que le dernier trimestre de 2009, j'étais en stage à la Direction générale de l'habitat et de logement. C'était l'institution qui était chargée d'élaborer les premiers catalogues de ces logements sociaux. Même les établissements scolaires peuvent être construits en bois. Voilà. Et le ministre de l'époque, c'était monsieur Rufin Pacom Onzunga. C'est vous qui le dites. Je crois que il est arrivé même à l'habitat, rendre visite au directeur général de l'habitat, faire le tour de l'habitat et dire que le projet du chef de l'État, il était question que vous vous asseyez et vous établissiez des catalogues. Et pour dire vrai, il était possible de réaliser 5000 logements par an. Parce que, avec la modeste expérience qu'on a au Gabon, une maison de 2 chambres, salon, cuisine, douche, quand toutes les conditions sont réunies, elle peut être réalisable en 3 semaines. Est-ce que les maisons d'Angodje sont adaptables? Il y a plusieurs types de maisons. Il y a plusieurs types de maisons. Oui. Ben là, je n'ai pas connaissance de la qualité des matériaux qui ont été utilisés là-bas. Si c'est du matériel importé, je peux dire non. Ou un matériel de construction pour construire une maison au Gabon. On a le bois, on a le ciment, on a le sable, on a la terre. Donc l'importation de ces matériaux-là ne s'y est pas. Mais si on me parle d'importation de matériaux pour les travaux de finition, tels que les ouvertures, le carrelage, la peinture, oui, je peux accepter. Mais les éléments fondamentaux, les éléments primaires, je dirais non. Mais alors justement, monsieur Mavungu, qu'est-ce qui fait en sorte que tous ces promoteurs immobiliers, j'ai envie juste de me stabiliser et de rester sur le mandat, n'est-ce pas, le magistère du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, on a vu plus de 20 promoteurs immobiliers venir au Gabon, notamment des Turcs, des Allemands, des Italiens, des Israéliens, des Sud-Africains. Aucun de ces promoteurs n'a pu commencer à construire quoi que ce soit. Qu'est-ce qui freine? Qu'est-ce qui a découragé ces personnes? On les voit à l'arrivée, on suit Gabon première, on suit les audiences à la présidence de la République, chez le Premier ministre, chef du gouvernement, chez le ministre de l'Habitat, et à un moment donné, après, on ne voit plus. Des fois même, ils exposent des maisons témoins. On voit les maisons témoins, quelques mois après, personne n'en parle. Qu'est-ce qui peut expliquer ce silence-là où Bon, là, on va revenir sur nos premiers éléments. Lorsqu'on parlait de contrats, oui, c'est certainement les contrats qui n'étaient pas accessibles ou les contrats qui n'étaient pas propices à ces investisseurs-là. Parce que je me dis que si c'était des contrats gagnant-gagnant, ces personnes seraient restées et auraient déroulé leur investissement. S'ils sont repartis, c'est certainement parce qu'ils ont trouvé gain de cause. Oui. De cette manière que je peux répondre. Parce que le reste, ce sont nos dirigeants qui en savent de quoi il est réellement question. Gabon Eco, votre rendez-vous économique, c'est tous les jeudis à 10h05 sur les antennes de Radio Gabon La Référence avec Gérard Malékou, Fabien Guy, Ankevele. Dietrich Mavungu, c'est l'invité de l'émission Gabon Eco, entrepreneur spécialisé dans le domaine de la construction. Et dans la deuxième partie de cette émission, nous allons parler du crédit immobilier. Monsieur Mavungu, nous venons de voir tous les documents qu'il faut pour le début d'un chantier, comment il faut procéder, toutes les expertises, tout ceci réuni. Mais lorsque nous n'avons pas l'argent suffisant pour la réalisation d'un projet, comment peut-on faire pour obtenir un crédit immobilier? Quels sont les mécanismes, les démarches à suivre? Voilà. Okay. Pour faciliter l'accès, quoi. Pour faciliter l'accès. On va encore revenir sur les éléments de base. Oui, vous voulez investir, vous voulez un crédit immobilier, mais vous allez vers cette banque-là avec des supports, des documents. Quels sont les documents que vous devez avoir? Ce sont les documents d'études techniques. Ce sont les plans, le devis. Si vous n'avez pas ces documents, vous n'avez pas accès au crédit immobilier. Parce que la banque vers qui vous allez a également des techniciens, des experts dans ces domaines-là. Lorsque vous apportez un projet, eux également, ils analysent. Ils vérifient l'étude de faisabilité de votre projet. Est-ce que les prix et les montants que vous avez établis sont exacts ou est-ce qu'il n'y a pas une certaine majoration dans ces projets? À partir de là, si ils estiment que votre investissement peut être réalisé avec le montant que vous avez donné, on vous octroie le crédit. Mais la culture du crédit immobilier n'est pas encore assez promulguée au Gabon. Parce que beaucoup de Gabonais ne savent pas que par le moyen d'un crédit immobilier, on peut construire sa maison. Quand on va dans des pays un peu plus développés, il y a ce qu'on appelle des promoteurs. Oui. Il y a des porteurs de projets. Quelqu'un arrive, il conçoit un projet, mais il n'a pas les moyens de réaliser ce projet. À cet instant, il se retourne vers une banque qui va promouvoir son projet. C'est un partenariat gagnant-gagnant. À la limite, le projet vous appartient. La banque vous accompagne dans le financement de votre
projet. Il vous finance le projet, mais vous devez vous mettre en tête que de la même manière dont la banque préfinance, autant pour moi, ils doivent également rentrer en possession de l'investissement qu'ils ont fait. Oui, mais monsieur, ça vous coupe. Justement, il semble aujourd'hui plus facile pour un usager d'avoir accès à un crédit véhicule qu'à un crédit logement ou un crédit construction. Comment vous l'expliquez? Non. Et en plus, sans compter que les banques, j'ai l'impression vraiment qu'elles n'ont pas besoin d'argent parce que c'est comme si elles se contentaient juste, j'allais dire, des usagers lambda, quoi. Au niveau de la construction, on ne sent pas une publicité particulière, j'allais dire assez forte pour arriver vers les usagers. Elle ne nous propose pas assez de produits sur ce genre de crédit. Bon, regardez le contexte de notre pays. Ici, au Gabon, tout le monde veut construire avec ses propres moyens. Mais il y a des investissements qu'on ne peut pas faire avec nos moyens. Parce qu'il y a un déficit au niveau de l'État. Un déficit en termes de logement. Le Gabon est obligé de se débrouiller, construire même dans les endroits où tous les jours on suit dans les informations, les endroits inaccessibles. Quand on regarde, c'est pas vraiment beau à voir. Voilà. Il faut, par exemple, pour accéder à un crédit immobilier, vous avez dit tout à l'heure qu'on accorde facilement un crédit véhicule. Je prends l'exemple sur moi-même. Un crédit logement. Oui. Mais qui va demander le crédit? C'est le citoyen lui-même. Alors, qu'est-ce que vous apportez comme document pour le crédit de votre véhicule? Ça, c'est vous et la banque. Exact. Mais je vous rassure que si vous allez dans une banque, vous apportez les documents techniques disant que je sollicite un crédit immobilier. Si votre projet est bien ficelé, il y a des banques au Gabon qui sont aptes et capables de vous donner ce crédit-là à condition que vous soyez solvable. Parce que la banque ne veut pas aussi donner son argent à quelqu'un qui ne lui garantit rien. Parce que dans le crédit, il y a une garantie. Oui. Même quand on prend un crédit dans une banque, on parle de caution. Il y a une caution. Oui. Oui, il faut bien que la banque soit rassurée que le crédit que je donne, il fera tel investissement et que je rentrerai en possession de mon dû au moment opportun. Et on doit amener aux Gabonais à changer d'attitude. C'est un peu déplorable que quelqu'un aille acheter une voiture à la place de construire une maison. Comment la banque aussi va faire pour récupérer son investissement? Oui, généralement, si par exemple vous construisez au Gabon on n'a pas encore de HLM, on va parler d'un bâtiment R+2. De R+1, vous avez 4 appartements de 2 chambres, salon, cuisine, douche. Vous avez déjà un petit capital. Oui. Mais ce capital ne vous permet pas d'achever vos travaux. Effectivement. Vous allez vers la banque, à condition que vous ayez tous vos documents également établis. Vos études, vos devis, vous posez vos documents. La banque analyse. À l'issue de ça, vous dites à la banque que si je viens vers vous, c'est parce que j'ai déjà une somme, mais cette somme-là ne me permet pas d'aller au terme de mon investissement. Alors que fait la banque? La banque vous demandera de donner une caution et vous allez élaborer un contrat entre la banque et vous. De telle manière à ce que si votre bâtiment est un bâtiment à usage commercial, après la construction de votre bâtiment, que les dividendes ou bien les revenus de ce bâtiment soient divisés. Si la banque doit prendre 70%, elle prendra 70% pour éponger le crédit que vous avez contracté au niveau de la banque et le taux d'intérêt qui sera fixé. Parce que la banque ne vous donnera pas un crédit sans taux d'intérêt. Lorsque vous allez rembourser ce que vous avez emprunté, mais votre investissement vous revient, à ce moment-là, le contrat, il est résilié et vous bénéficiez de votre investissement. Monsieur Mavungo, nous arrivons à la question, nous avons souvent plusieurs questions des auditeurs. Un auditeur qui explique que voilà, il a consulté un architecte, il veut construire une maison. Est-ce que ce sont ces documents-là, par exemple, il a fait une maison dans un endroit qui sera cassé quelques jours après et il doit être remboursé. Quels sont les avantages de ces documents par rapport à une personne qui n'a pas de papier et une personne qui a les papiers? On va prendre l'exemple du tronçon PK12, PK5. Il y en a qui ont investi à ces endroits-là qui pensaient qu'ils n'allaient jamais être dédommagés. Oui. Mais il est arrivé un temps où on a cassé parce qu'il fallait élargir la voie. Mais il y a des gens qui ont investi. Ceux qui ont investi sans support technique ont également été dédommagés. Oui. Et ceux qui ont investi avec support technique ont été dédommagés. Mais vous n'allez pas demander au ministère des Travaux publics d'aller réévaluer votre investissement, d'aller élaborer les plans pour vous afin de vous dédommager. Non. Ça devient un travail en plus. Celui qui a déjà des documents techniques, celui qui a des devis, il présente ses devis. C'est sur la base de ces devis qu'on voit comment on peut le dédommager. C'est plus crédible en fait. C'est plus crédible. Et celui qui n'a pas des investissements, mais on est navré de le dire, on va vous donner un forfait. On ne pourra pas vous dédommager à hauteur de votre investissement parce qu'on n'a pas des documents qui prouvent que vous avez investi à hauteur de tant de millions de francs CFA. Et il ne revient pas du ressort du TP de venir réévaluer votre investissement. On réévalue quand vous avez des documents. Des documents, oui. Vous allez consulter un cabinet d'experts
qui vient réévaluer. À la limite, quand vous consultez un cabinet d'experts, je vous assure que vous risquerez de dépenser 2 fois plus que lorsque vous avez consulté un architecte. Parce que l'architecte, il prend le projet zéro. Oui. Le cabinet d'experts, il y a déjà quelque chose qui a été bâti. Et même lorsqu'on va faire l'expertise, il y a des parallèles qu'on va introduire. Parce que on ne sera pas à même de déterminer exactement la profondeur de la fondation, de la fouille. Parce que le bâtiment, il est là. Et ce sont ces choses-là que les gens doivent comprendre. Que celui qui a ces documents techniques ne peut pas être dédommagé au même titre que celui qui n'en a pas. On n'a pas évoqué les honoraires des architectes, mais c'est ce qui intéresse beaucoup plus les auditeurs. Parce que quand on parle d'architecte, ils voient déjà que c'est cher. Mais comment rémunère-t-on un architecte? Bon, c'est particulier. Les honoraires varient selon une grille tarifaire. Il y a une grille tarifaire. Et là, qui a établi cette grille, monsieur Mavungu? Il y a l'Ordre national des architectes et il y a une institution là, il y a la convention collective des bâtiments et des travaux publics qui établit également des prix. Oui. La convention collective des bâtiments et des travaux publics et l'Ordre des architectes. Et les architectes, c'est l'une ou l'autre alors? Voilà, c'est l'une ou l'autre. Ou bien les deux se mettent ensemble et travaillent sur les projets. Et il faut comprendre ici que les gens arrêtent d'avoir peur des architectes. Je vais revenir sur mon exemple. Oui. Vous investissez avec 15 millions. Vous consultez un architecte, l'investissement que vous avez fait avec 15 millions, vous pouvez dépenser 12 millions et demi, 13 millions. Si vous dépensez 12 millions et demi et que l'architecte vous demande 500 000, pensez-vous que vous êtes perdant ou vous êtes gagnant? Il faut le savoir, monsieur Mavungu. Voici pourquoi aujourd'hui on doit aller vers ces techniciens-là, ces experts, ces personnes diplômées et habilitées à nous conseiller et à nous aider dans la réalisation de nos projets. Parce qu'il est difficile de réaliser un projet sans support et sans document. Que les gens arrêtent de voir l'architecte comme la personne la plus chère. Non, il faut comprendre que chaque projet a un coût bien spécifique. Est-ce qu'aujourd'hui, si les maisons que nous avons au quartier n'ont pas des prix fixes dans les quartiers, même dans le même quartier, une même maison que vous payez à 200 000, l'autre peut le faire à 150 000. Du moment où la DGCC, la Direction Générale de la Consommation et de la Concurrence, avait essayé de fixer le coût des maisons. Si aujourd'hui cela n'est pas applicable, est-ce que c'est par manque de ces documents, puisque la DGCC annonçait le coût des maisons en fonction des dépenses de cette maison? Je crois que c'est un ratio qu'on fait pour fixer le prix de location d'une maison. Je crois qu'on doit être dans les... Et ça varie selon les zones. Celui qui est par exemple dans une zone commerciale, celui qui est dans un quartier résidentiel et celui qui est par exemple dans les PK, je crois que le mètre carré n'est pas chiffré au même prix. Oui. Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Donc ici, il y a maintenant un problème lorsqu'on arrive par exemple à Kingele, quelqu'un loue une maison de 2 chambres, salon, cuisine, douche, par exemple à 100 000, l'autre va louer 2 chambres, salon, cuisine, douche à 150 000 francs. Et là, il y a des paramètres qui rentrent en ligne de mire. Il y a les finitions de la maison. Il y a le confort de la maison. Oui. Parce que celui qui a juste crépi ses murs, qui n'a pas carrelé le sol, qui n'a pas de plafond, ne peut pas avoir un prix au-dessus de celui qui a carrelé, de celui qui a plafonné la maison. Comme l'a dit, au niveau des finitions, quoi. Au niveau des finitions. Des matériaux aussi. La qualité des matériaux. Ça, on doit comprendre ça. Parce que dans la maison, il y a un minimum de confort qu'il faut. Parce que c'est avec ces éléments-là, c'est avec le coût général de l'investissement qu'on détermine normalement le coût du loyer. On ne vient pas fixer le montant par hasard. D'accord. Monsieur Mavungu, nous arrivons au terme de notre entretien. Avez-vous un mot à dire aux Gabonais pour qu'ils s'intéressent à consulter les architectes pour la réalisation de leurs projets? Tout ce que je pourrais dire aux Gabonais, je veux prendre l'exemple de la commerçante de IAI. Cette maman-là qui vend le poisson à longueur de journée, mais qui mûrit l'idée, qui a le désir de construire. Maman, pour que tu puisses construire, il faudrait t'attacher à quelqu'un qui peut t'orienter dans la construction. D'accord. Parce que tu es payé à 75 000 francs, tu ne peux pas réaliser la même maison que celui qui est payé à 200 000 francs. Ça, c'est quelque chose qu'on doit tenir compte, qu'on doit comprendre. Alors, pour que tu puisses investir, il faut t'attacher des services de quelqu'un qui va te faire comprendre la chose. Le maçon, ce n'est qu'un exécutant. Le maçon ne peut pas te dire qu'à tel endroit, voici le tel type de construction, tel type de fondation que tu peux réaliser. Pour ça, il faut passer par un cabinet d'architecture et d'ingénierie et il faut consulter un diplômé en génie civil. Et l'investissement est fonction du milieu et du terrain. Celui qui est par exemple belle peinture où les maisons sont en train de s'enfoncer ne peut pas construire de la même manière que celui qui est par exemple à Kingele sur une montagne.
Parce que les terrains ne sont pas de même nature. En effet. Et tous ces paramètres-là, il n'y a qu'un technicien, il n'y a qu'un diplômé, il n'y a qu'un cabinet d'architecture ou d'ingénierie qui est habilité à te donner ces informations-là. Le maçon, il te dira, comme j'ai pu faire là-bas, je peux aussi faire ici. Mais les conditions ne sont pas les mêmes. Exact. Le maçon n'est qu'un exécutant. Oui, les gens ont peur des architectes. On va le redire et on ne cessera de le redire. C'est un blocage qu'ils mettent sur eux simplement. L'architecte n'est pas cher. L'architecte, c'est l'ami de celui qui veut construire. C'est ton ami, c'est ton premier collaborateur dès que tu as mûri l'idée de construire quelque chose. Le saviez-vous ? Vous protégez et protégez les autres, limitez les déplacements non essentiels. Appliquez systématiquement les gestes barrières. Lavez-vous les mains régulièrement avec de l'eau et du savon ou avec une solution hydroalcoolique. Toussez ou éternuez dans le pli du coude ou utilisez un mouchoir à usage unique. Jetez immédiatement le mouchoir dans une poubelle fermée et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les accolades et les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. En cas de symptômes de fièvre, de toux, d'éternuement et de difficultés respiratoires, restez chez vous et contactez gratuitement le 1410. Appliquer les mesures barrières, c'est protéger ce qu'on aime. Ensemble, luttons contre la propagation du Covid-19. Merci à vous. Nous arrivons au terme de cette émission. Nous vous rappelons que nous avons reçu Dietrich Mavungu, jeune entrepreneur gabonais spécialisé dans le domaine de la construction, avec au montage et mixage Shelly Manea, Gérard Malekou et moi Fabien Guillaume-Kinville vous disent merci de nous avoir reçus chez vous. Nous prenons rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau numéro de Gabon Echo sur Radio Gabon, la référence. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.